politicien, Kabila avait monté, avait amené des ennemis du Congo au Congo, avait facilité, à d'autres termes, l'entrée sur le sol congolais des ennemis du Congo, c'est-à-dire le Rwandais. Et ça, c'est la lecture des politiciens. Mais moi, comme historien, je ne lis pas les choses de cette manière-là. Pour moi, c'est plutôt une stratégie de Kabila. Kabila avait besoin d'un soutien. Et pour lui, tout soutien était bon. Donc, il fallait même signer des alliances, même avec les diables, pourvu qu'il arrive à chasser Mobutu. Pourquoi chasser Mobutu? Pour deux motifs. Mobutu avait pris le pouvoir par coup d'État et il avait refusé de céder le pouvoir. Donc, il voulait à tout prix rester au pouvoir. La raison pour laquelle il va totaliser finalement 32 ans au pouvoir. Vous imaginez que c'est au-delà même d'un quelconque mandat qu'on peut donner à un quelconque président dans un pays. Mobutu qui ne voulait pas lâcher le pouvoir, il fallait alors les chasser par la force parce qu'on dit qu'il a pris le pouvoir par les armes, ne peut être chassé que par les armes. Donc, pour Kabila, il fallait chasser un dictateur au pouvoir qui ne voulait pas lâcher le pouvoir. C'est la première chose. Si, à l'époque, Kabila avait peut-être le souci d'un changement au Congo, ça c'est en 1964 avec la rébellion, mais en 1996, quand il commence la rébellion, ce n'est plus le souci d'un simple changement au Congo, mais lui-même est déjà un ambitieux, c'est-à-dire lui-même aime déjà le pouvoir. Et il est en train de rêver qu'un jour, si jamais ils arrivaient à chasser Mobutu, il prendrait le pouvoir. Et c'est fait chose faite. Mais alors, il est allé signer l'alliance avec, entre guillemets, les diables du Congo, c'est-à-dire les Rwandais, qui eux aussi enviaient le Congo, quand bien même ils avaient leurs prétendants, leurs prétendus ennemis au Congo, c'est-à-dire les Intérêts. Alors, la politique de Kabila, c'était quoi? Kabila avait le souci d'un changement au Congo, le souci de mettre le peuple congolais à l'aise, le souci de développer le Congo par les Congolais et pour les Congolais. C'était ça la politique de Kabila. Mais alors, le Rwanda, c'était des gens non acceptés ou non acceptables au Congo parce que ils développent souvent cette politique d'occupation. Mais est-ce que les Congolais, les Zaïrois à l'époque, est-ce que les Zaïrois savaient ce que Kabila, pardon, ce que le Rwandais préparait contre les Congo? Je ne pense pas. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais déjà adulte, j'étais à l'université et je n'avais jamais entendu parler d'une politique d'occupation du Congo par le Rwanda. Au contraire, quand cette guerre de l'AFDEL a commencé, c'était juste quand une population identifiée d'origine rwandaise qu'on appelle aujourd'hui les Banyamulenge, en fait les Tutsis rwandais réfugiés depuis très longtemps au Congo sur la colline de Mulenge, qui se sont finalement transformés en une des communautés congolaises qui les ont baptisés Banyamulenge, c'est-à-dire les enfants de Mulenge. Mulenge, en fait, c'est le nom d'une colline. Et ils se sont dit les enfants de cette colline-là de Mulenge. Donc, on n'avait jamais entendu parler d'une politique d'occupation du Zaïre par le Rwanda. On n'avait jamais entendu ça. Mais ce qu'on connaît, c'est qu'en 1994, avec la guerre de génocide entre Hutus et Tutsis au Rwanda, il y avait des Hutus qui étaient au Congo et leur présence au Congo, au Zaïre à l'époque, faisait mal au pouvoir du Rwanda, le pouvoir qui était entre les mains des Tutsis. Un peu ça. Donc, ceux qui pensent que Kabila
en faisant la guerre contre Mobutu au Congo, avait facilité l'entrée de Tutsis au Congo et que ces Tutsis aujourd'hui ne veulent plus rentrer au Rwanda, ont à la fois raison et tort. Parce que pour Kabila, ce n'était pas le Tutsi qui l'intéressait. Pour Kabila, c'était chasser Mobutu, un dictateur, et prendre le pouvoir pour réorganiser le Congo. C'était ça ce qui intéressait Kabila. Les Tutsis, c'était le moindre mal. Ils vont m'aider à chasser Kabila et après ils vont rentrer chez eux. Malheureusement, la politique rwandaise, c'est une politique surnoise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Rwandais aime toujours utiliser les Congolais pour asseoir leur politique d'expansion au Congo. Et c'est là où Kabila avait péché, en signant les accords de Lemaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces accords, dans lesquels on a octroyé finalement quelques kilomètres de territoire congolais au Rwandais. C'est ce qui est très négatif dans ce que Kabila avait fait. Il a été dupé à ce niveau-là. Et je pense que quand je fais une lecture d'historien, pour lui, c'était le moindre mal. Je signe avec ces gens, j'accepte tout ce qu'ils le disent parce qu'ils vont me donner la logistique et ils vont me donner les hommes. Donc ils vont me donner les militaires et les armes, nous allons chasser Mobutu. Mais après avoir chassé Mobutu, je vais résigner tous les contrats avec eux et ils vont rentrer chez eux. Voilà un peu les calculs, bon, appelons ça le mauvais calcul dans lequel était tombé finalement Laurent Désiré Kabila. Et c'est comme ça qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait planifié. Est-ce que vous savez qu'en entrant au Congo, appuyé par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, avec les sobriquets AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, dont les 4 fondateurs, 3 de ces 4 fondateurs étaient un peu masqués. Celui qui était à la tête et dont on entendait parler en tout moment, c'était Laurent Désiré Kabila. Mais Kissa Sengandu, les Bouguera ne se faisaient pas trop sentir. Et Kabila a compris que le jeu allait tourner mal. Je me rappelle, moi, individuellement, l'avoir suivi à la télévision quand il disait que ce Rwandais-là, c'est Tutsi. Il rêve de renverser Kabila. Ils vont se mordre les doigts. Ils veulent créer l'empire Imatutsi au centre de l'Afrique. Et ils ne réussiront pas. On ne leur donnera pas cette occasion-là. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila qui avait déclaré ça à la télévision. Et nous étions étudiants à l'époque et j'avais suivi ça moi-même de mes propres oreilles. Donc, il s'est passé quelque chose. Kabila a le souci de bien gouverner, de bien gérer le Congo, d'amener le Congo à un niveau très élevé du développement et de la politique, mais il est accompagné par des prédateurs qui veulent exploiter les richesses du pays. Donc, ce genre, Kabila a combattu une dictature pour changer l'image de ce pays, mais entre-temps, il s'est fait accompagner des prédateurs qui ne voyaient pas les choses comme lui. Voilà un peu ce que j'entends peut-être par ta question, la politique de Kabila face à l'agression rwandaise. Donc Kabila n'a pas voulu que le Congo soit agressé par le Rwanda. Kabila s'est fait accompagner, il a accepté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez très bien l'histoire, c'est le Rwanda qui avait monté la politique et la guerre du Congo en appui avec les Américains. Ils avaient monté cette guerre pour chasser Mobutu, mais aussi pour donner de la place aux Rwandais, au Congo. Et pour que cela se fasse sans critique, ils ont voulu que ce soit sous couvert d'une rébellion zaïroise congolaise. Et pour cela, ils avaient fait appel
Laurent Désiré Kabila. Ce sont les Rwandais qui avaient appelé Kabila pour que Kabila fasse partie de ce qu'ils étaient en train de monter comme guerre au Congo. C'est ça la réalité. Voilà. Donc ce n'est pas Kabila qui est parti chercher, ce n'est pas Kabila qui est parti chercher les Rwandais, ce sont plutôt les Rwandais qui étaient partis chercher Kabila. Alors les gens qui disent que Kabila a amené les Rwandais au Congo, c'était fou. Hein? Je pense que ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut lire cette histoire. Bon, alors je comprends par votre intervention que Kabila voulait vraiment que la politique congolaise soit menée par les Congolais eux-mêmes. Oui. Et d'une bonne manière, tout ça. Alors, qu'est-ce que nous Parce qu'on était fatigué avec la dictature de Mobutu. Oui, on a tendance à recourir seulement aux forces étrangères, même que ce soit la guerre au niveau de vous en tant qu'historien, parce qu'à un moment donné, même l'histoire nous apprend comment prévenir déjà notre avenir. Oui. Vous en tant qu'historien, vous pensez que si on recourt toujours à des forces, par exemple, à des forces étrangères, est-ce que vous pensez qu'un jour cela peut nous amener quelque chose que nous ne saurons pas nous-mêmes gérer? Malheureusement, c'est regrettable que les choses se soient passées de cette manière-là. Parce que la mort de Kabila a été vraiment un coup de fouet qu'on avait donné aux Congolais et qui est jusqu'aujourd'hui, pour moi, historien, c'est irréparable. J'imagine souvent, si Kabila n'était pas mort jusqu'aujourd'hui, quelle serait l'image politique du Congo si Kabila n'était pas mort? Et ceux qui ont tué Kabila, malheureusement dans cette émission, nous ne pouvons pas tout développer. Si Kabila a été assassiné, c'était pour freiner ses ambitions, pour qu'il ne développe pas son idéologie et ses idées d'amener les Congolais à se prendre en charge. Parce que c'était ça son idéologie, l'autoprise en charge. Prenez-vous en charge, cessez d'être des mendiants, cessez de quémander auprès des gens. Vous avez tout. Il disait que le Congo riche, je me rappelle un jour, il répondait à un journaliste blanc, je ne sais pas si c'était de quel pays, il disait le Congo est riche et tout ce que nous avons au Congo suffit déjà pour développer le Congo. Donc nous n'avons plus rien à demander à l'extérieur. Nous pouvons nous développer avec nos propres richesses parce que ceux qui se développent ailleurs, en Europe, en Amérique, viennent prendre de nos richesses. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous développer avec nos propres richesses? Voilà. C'est là où il a développé son idéologie de l'autoprise en charge. Donc, s'il n'avait pas été assassiné tôt, moi j'appelle ça tôt parce qu'il n'a fait que 3 ans quand il a pris le pouvoir. S'il n'avait pas été assassiné tôt, il aurait pu développer sa politique jusqu'au bout. Mais comme il a été tué tôt, il n'a pas su développer sa politique. Pour votre information, avant de mourir, Kabila avait déjà mis fin à l'AFDEL. Il avait créé déjà un parti politique qu'on appelait le CPP, hein, Comité du pouvoir populaire. Comité du pouvoir populaire. C'est le parti qu'il venait de créer en remplacement de l'AFDEL qui était une alliance. Dans cette alliance, il était avec d'autres qui en fait étaient des prédateurs. Et quand il a compris ça, il a dit non, il faut que je gère le pays avec, à travers une politique que moi-même je vais monter et non plus une politique d'alliance. Donc, il est mort quand il avait déjà mis fin à l'AFDEL. C'est dire que aujourd'hui, le 16 janvier, nous commémorons l'anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Si nous avions suivi, si les dirigeants qui ont géré le pays après Laurent Désiré Kabila avaient suivi la politique de Laurent Désiré Kabila, le pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Parce que Kabila avait refusé la mendicité. Donc vous imaginez un grand pays comme le Congo, avec tout ce que nous avons comme potentialité, richesse du sol, du sous-sol, richesse même en homme. Nous avons une population très dynamique et capable de travailler.
pour donner un petit exemple, regardez seulement la population du Nord Kivu, la population du territoire de Beni et de Lubero, une population travailleuse, la population de l'Ituri, une population travailleuse, le territoire qui est en guerre est terrible aujourd'hui, le territoire d'Njougou. J'ai vécu plus de 30 ans là-bas, à Mungwalu, consort, je connais Njougou complètement. Une population travailleuse. Et c'est dans ces trois territoires, Lubero, Beni et Njougou, où il y a des tueries, des guerres terribles. Toute la population du Nord Kivu, une population travailleuse, capable de nourrir toute la République démocratique du Congo avec leur production. Donc, le Congo n'a rien à envier aux pays étrangers, que ce soit les richesses minières du sol et des sous-sols, que ce soit les produits agricoles, que ce soit les hommes valides capables de travailler. Nous n'avons rien à envier aux pays étrangers. Donc, ceux qui ont pris le pouvoir après Laurent Désiré Kabila, s'ils avaient suivi la politique montée par Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire se prendre en charge et non mendier ou quémander à l'étranger, le Congo serait aujourd'hui mieux et beaucoup mieux même que ce qu'on pouvait imaginer. Ce serait un paradis, le Congo. Malheureusement, nous avons eu des successeurs de Laurent Désiré Kabila qui n'ont pas suivi sa politique, qui ont eu peur de la politique internationale, c'est-à-dire des grandes puissances, que Kabila lui ne craignait pas. Les autres ont eu peur des grandes puissances et ils se sont agenouillés et ils sont entrés malheureusement dans la politique des grandes puissances, des Américains pour ne pas les citer, qui ont cette tendance-là de rabaisser les pays sous-développés. Que les pays sous-développés restent sous-développés parce qu'ils constituent le marché ou les débouchés pour les pays développés. Voilà une lecture que j'ai faite en tant qu'historien et non en tant que politicien. Je ne suis pas politicien. Donc une lecture d'un historien. Le Congo serait mieux si nous avions copié et appliqué la politique de Laurent Désiré Kabila, l'autoprise en charge et l'absence de la mendicité. Aujourd'hui, on commence à demander même que les militaires étrangers viennent nous aider. Mais est-ce que les Congolais sont capables d'être des militaires? Non. Il faut tout simplement former des militaires, payer convenablement ces militaires, motiver-les et donner leur le matériel nécessaire, les armes. Mais les Congolais sont capables de défendre le Congo eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin des étrangers. Quel est ce peuple qui peut prétendre être très fort et capable de chasser les Congolais? Non. La guerre, aujourd'hui, l'histoire de la guerre montre que la guerre se fait par la supériorité d'armement. Même si vous êtes 10 militaires, vous pouvez chasser 1000 ennemis. Si vous avez des armes lourdes et sophistiquées, vous allez chasser 1000 personnes alors que vous êtes à 10. Donc ce n'est pas le nombre de militaires qui fait la guerre, non. Les Congolais sont capables de faire la guerre. Hein? Et les Rwandais, ils sont combien pour chasser les Congolais? C'est la supériorité tout simplement d'armement. Donc les Congolais aujourd'hui sont capables de faire beaucoup de choses. Et quand j'étais étudiant à l'université à Kisangani, quand la route du Nord Kivu et de l'Ituri était abîmée, nous on commençait à pleurer à Kisangani parce qu'on ne pouvait pas manger les haricots. Mais lorsqu'on entretenait la route, on savait que les haricots du Nord Kivu et de l'Ituri vont arriver à Kisangani et vont aller jusqu'à Kinshasa. Donc vous voyez qu'on peut nourrir le Congo rien qu'à partir de l'Est ici. Voilà. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, c'est honorable de voir une ville comme Butembo où on importe le riz. On importe le riz des pays étrangers. Alors que si vous allez à Kisangani avec les haricots du Nord Kivu, vous arrivez avec ça à Kisangani, vous les échangez avec le riz de Opala. À la rive gauche là, le territoire d'Opala. On produit du riz terriblement là-bas. De Yangambi. Vous amenez les riz ici à Butembo. Donc, comme on ne produit pas les riz ici, les gens peuvent manger le riz à un prix dérisoire et les gens de Kisangani vont manger les haricots à un prix dérisoire. Est-ce qu'il faut aller chercher du riz à l'étranger? Non.
Ça, c'est un exemple tout simplement. On peut citer beaucoup d'autres. Donc, nous devons éviter de dépendre des étrangers. Et ça, c'est la politique que les dirigeants actuels devaient mettre sur pied et le Congo sera mieux. Et le Rwanda va manquer de vocabulaire ou, bon, de vocabulaire entre guillemets. Les Rwandais vont manquer de prétextes pour entrer au Congo. Si nous arrangeons très bien notre politique et notre économie, les Rwandais manqueront ce qu'ils vont faire au Congo. Aujourd'hui, les Rwandais arrivent à recruter des Congolais dans leur rébellion pour attaquer le Congo parce qu'ils savent que le Congo est en crise. Un militaire congolais à qui on donne difficilement 70-80 dollars à la fin du mois, quand on le recrute dans une rébellion rwandaise, on lui donne 150-200 dollars, il trouve qu'il est mieux là-bas. Mais si on donnait à un militaire congolais 500 dollars le mois, le militaire congolais ne va jamais accepter d'être recruté dans une rébellion rwandaise et le Congo sera mieux. Merci beaucoup. Voilà. En fait, on a compris l'histoire de Lumumba et de Kabila. Oui. C'est que les Congolais peuvent prendre la position des Congolais. Aujourd'hui, comment nous y tenir, nous avons déjà compris. Mais aussi, alors, pour boucler l'affaire Kabila, que nous venons de passer, et par rapport à la mort de Lumumba, on sait qu'il y a certains Congolais qui continuent toujours à être organisés contre le Congo. Est-ce que la mort de Lumumba nous a donné une leçon? Il y a quelque chose que nous devons tirer de cette mort? Oui, nous comme scientifiques, oui, nous avons des leçons que nous avons tirées de la mort de Lumumba. Lumumba n'est pas mort d'une simple maladie. Lumumba a été assassiné. Comme Laurent Désiré Kabila n'est pas mort d'une maladie, il a été assassiné. Alors, pourquoi Lumumba a été assassiné? Tout simplement parce que les grandes puissances, notamment les capitalistes, n'avaient pas toléré que Lumumba puisse tendre la main aux communistes. C'est ça ce qui explique la mort de Lumumba. Les gens font des commentaires en disant que les Belges avaient été vexés par le discours de Lumumba à l'indépendance et c'est pour cela qu'ils avaient orchestré la mort de Lumumba. Je ne suis pas tellement de cet avis. Même si je suis historien, mais je ne partage pas à 100% cet avis. Ça peut être à 50% ou même à 30%. Je l'ai dit pourquoi. Lorsque Lumumba dit dans son discours que le Congo aujourd'hui est un État souverain et qui doit vivre d'égal à égal avec la Belgique, qu'est-ce qui était un péché là-bas? Est-ce qu'il y avait un péché? Non, il n'y avait pas un péché. Le reste, lorsque Lumumba déclare que la colonisation a été belge au Congo, a été très négative par rapport à la colonisation qu'on a connue dans d'autres pays, les colonies françaises et les colonies anglaises. En tout cas, les Belges ont plus été des bourreaux pour les Congolais que des simples colonisateurs. Qu'est-ce qu'il y avait comme péché? Il n'a fait que dire la vérité. Bon, on les condamne pour avoir dit ça publiquement dans une rencontre où il fallait mettre de l'eau dans les vins. Mais il avait trouvé le moment juste pour le dire. Donc je ne pense pas que ce que Lumumba avait dit était mauvais. Donc les Belges croyaient encore qu'ils étaient des pères des Congolais parce qu'ils ont développé pendant toute la colonisation leur politique du paternalisme. Ils étaient les patères, ils étaient les pères des Congolais. Donc les Congolais étaient des enfants. Un enfant n'a pas le droit de se prononcer devant son père, même si ce qu'il dit est vrai. Donc le Congolais ne devait pas dire la vérité devant les Belges. Il devait s'incliner. D'ailleurs, les Belges appelaient les Congolais l'empire du silence.
des gens qui ne doivent pas discuter, qui ne discutent en fait pas, et qui sont là pour accepter ce qu'on leur dise. Donc le fait que Lumumba ait pris le courage de dire, de déclarer une vérité, la vérité sur la colonisation belge au Congo, il faut ajouter ça. Pas seulement la vérité sur la colonisation, mais la colonisation belge au Congo. Parce que les autres pays qui ont été colonisés n'ont pas subi le paternalisme à la manière des Belges. Alors, cela ne pouvait pas amener les Belges à chercher directement la mort de Lumumba. Si les Belges se sont impliqués dans la mort, l'assassinat de Lumumba, c'est parce qu'il y a eu cette demande de Lumumba auprès de la Russie. Lumumba, voyant que les Américains, les Belges qui venaient de nous coloniser, n'acceptaient pas vite la demande de venir aider le Congo, parce que 5 jours après la proclamation de l'indépendance, le Congo se retrouve dans la mutinerie de la force publique, donc en difficulté, en guerre. Alors, Lumumba demande une aide, mais la Belgique n'est pas prête à venir aider le Congo dans ce sens-là. D'ailleurs, celui qui avait allumé le feu, c'est le général Janssens, un général belge, qui avait dit qu'après l'indépendance égale avant l'indépendance. C'est lui qui a allumé le feu. Alors, la Belgique n'était pas prête à venir aider. Ils ont dit, voilà, cet homme qui s'est frappé la poitrine, cet homme qui a pris la parole lors de la table ronde politique, cet homme sur qui tous les politiciens congolais comptaient, voilà qu'il est maintenant en difficulté. Nous allons voir comment il va se comporter. Vous voyez que c'était une sorte de sabotage de la part des Belges pour dire, bon, vous aviez beaucoup parlé, vous avez réclamé l'indépendance, on vous a dit que vous n'étiez pas encore prêt, vous avez dit que vous êtes prêt, voilà maintenant on va voir ce que vous allez devenir. Ça c'était une sorte de moquerie de la part des Belges. Mais la réalité c'est que Lumumba venait de tendre la main aux communistes. Et c'est ce qui faisait plus mal aux capitalistes. Entre autres, leur père qui était les États-Unis d'Amérique. Donc les Américains n'ont pas toléré qu'un pays qui était colonisé par la Belgique, donc qui était dans le capitalisme, très vite après, puisse tendre la main aux communistes et vouloir se faire aider par les communistes. En fait, vous êtes jeune, vous ne vous représentez pas trop ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, être communiste pour les capitalistes, un communiste c'était un diable qu'il ne fallait pas sentir, qui ne pouvait même pas, qu'on ne devait pas rencontrer. C'était comme un intouchable, un indésirable. C'était un communiste. Et de l'autre côté, c'était la même chose. Pour les communistes, un capitaliste, c'était un diable qu'il ne fallait pas rencontrer. Donc, le fait que Lumumba ait demandé l'aide d'un pays communiste, pour les capitalistes, c'était un péché grave. Un péché qui méritait la fin. Donc, Lumumba, c'était un diable qu'il fallait jeter en enfer. Voilà la réalité. C'était un diable qu'il fallait jeter en enfer. Donc, tous les moyens étaient bons pourvu que ce diable aille en enfer, qu'il ne reste plus au ciel. Oui, un traître, parce que son pays devait être capitaliste pour avoir été colonisé par les capitalistes. Le fait de tendre la main aux communistes, or pour Lumumba, ce n'était pas le communisme ou les communistes russes qui l'intéressaient. Pour Lumumba, c'était le bonheur du peuple congolais. Nous venons à peine d'avoir l'indépendance, nous avons besoin de la paix et nous avons besoin de la tranquillité. Mais aidez-nous, nous n'avons pas encore une armée parce que les officiers militaires étaient des Belges. Ils viennent à peine de partir. Nous n'avons pas encore d'officiers congolais. Aidez-nous à avoir des officiers congolais, une armée forte. Mais pour le moment, il y a la mutinerie. Mais aidez-nous d'abord à stabiliser le pays. C'était ça le souci de Lumumba parce qu'il avait commencé par appeler l'ONU. l'ONU, venez nous aider, nous sommes en difficulté, envoyez-nous les casques bleus. L'ONU donne des conditions. Pour que nous arrivions là-bas, il faut que tous les militaires belges quittent d'abord le Congo. Oh. Il dit, mais entre-temps, la situation est en train de s'empirer. Venez nous aider, sinon à un moment donné, ça va être grave. Surtout que déjà, quelqu'un s'opposait à Lumumba, il s'appelait Moïse Tshombe, qui venait de faire la sécession au Katanga. Il dit, mais le Katanga, avec tout ce qui se passe là-bas, et ce qui se passe ici à Léopoldville, mais ça va être un moment donné très grave. Venez nous aider. Et comme l'ONU traînait les pas,
Lumumba s'est dit, mais ces gens ne traînent pas. Et entre-temps, le monde est en pleine guerre froide, il y a deux poids, il y a deux grosses têtes. Mais si les capitalistes et si les Américains ne veulent pas libérer le casque bleu pour nous aider, demandons l'aide d'une autre puissance. Il y a une deuxième puissance au monde, c'est la Russie, les sommets du communisme. Est-ce que Lumumba a cherché que le Congo soit un pays communiste? Non. Et dans le communisme et le capitalisme, nous les Africains, les Congolais ont gagné quoi? Rien. Parce que Lumumba était à la conférence panafricaine d'Accra. Et de là, il est revenu avec la notion selon laquelle on est dans le non-alignement, nous sommes neutres. Être derrière les capitalistes et les communistes, ça ne nous amène à rien. Voilà, quelque chose de ce genre-là. Alors, vous voyez qu'on va monter l'assassinat de Lumumba. Et on va utiliser des Congolais pour assassiner Lumumba. Lumumba a été emprisonné. Mais qui gardait la prison? C'était des militaires congolais. Et quand Lumumba s'est échappé de la prison, il a fui. On a envoyé des militaires pour aller les chercher. Mais c'était quels militaires? C'était des Congolais. Quand on a ramené Lumumba à Léopoldville, on l'a emprisonné, on l'a amené à Banzangungu, au Bas-Congo. Mais c'est qui avait fait ça? C'était les Congolais. Et quand on a transféré Lumumba de Banzangungu à Elisabethville, c'est-à-dire à Lubumbashi, c'était par l'ordre de qui? De Kasavubu, c'était des Congolais. Donc, les Blancs ont utilisé les Congolais pour faire du mal au Congo. Pour eux, un homme, une tête noire qui s'appelait Lumumba était devenu Lucifer, était devenu le diable qu'il fallait amener en affaire. Les Congolais n'ayant pas compris cette politique-là, ont pensé que bon, l'ordre est venu qu'il faut arrêter Lumumba. Mais vous arrêtez Lumumba pour avoir fait quoi contre les Congo? Le pays n'était plus géré par les Belges. Lumumba a fait quoi contre le Congo pour qu'il soit arrêté? Rien. Mais comme les Blancs ont dit qu'il faut l'arrêter, alors on l'a arrêté. Est-ce que Lumumba était un danger pour Kasavubu? Non. D'ailleurs, Lumumba est parmi les grandes têtes qui ont favorisé l'élection de Kasavubu au niveau du congrès de la chambre haute et de la chambre basse pour que Kasavubu soit élu président de la République. Donc, Kasavubu devait être plutôt recevable et tolérant avec Lumumba. Mais Kasavubu a trouvé qu'il fallait protéger son pouvoir devant le blanc en sacrifiant son frère Lumumba. Voilà. Donc, le complot aujourd'hui contre les Congo, encore une fois, je regrette de le dire comme ça, je suis un scientifique, un historien, je ne suis pas un politicien. Ces complots est monté étrangers en utilisant des Congolais. Est-ce qu'un jour, nous, Congolais, nous pouvons nous débarrasser de ces complots? Est-ce que les politiciens congolais aujourd'hui sont prêts à résoudre les problèmes du Congo par eux-mêmes sans la mainmise des étrangers? Aujourd'hui, vous apprenez que le M23, c'est une affaire montée par le Rwanda, mais un porte-parole du M23, c'est un Congolais très bien connu qui était même militaire dans l'armée congolaise. C'est dire que les complots continuent, on continue à manipuler les Congolais à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau militaire. C'est ce qui est regrettable. Et nous, les scientifiques, nous constatons avec beaucoup de regrets que cela se passe de cette manière-là. Mais nos deux héros, moi comme historien, enseignant des cours d'histoire du Congo au département d'histoire, je considère vraiment que nos deux héros sont à leur place. L'un a fait une lutte noble contre la colonisation, la domination belge au Congo. Et dans cette lutte, il est sorti victorieux. Il a réussi à amener nos colonisateurs à accepter de nous donner l'indépendance, quelles que soient les conditions. L'autre a fait une lutte noble contre la dictature de 32 ans et il a réussi à obtenir le départ du dictateur.
Donc les deux héros sont vraiment des vrais héros. Ils ont combattu un mal, le mal dans ce pays. Le premier, en 1960, il a combattu la colonisation qui était un mal. Le deuxième, en 1997, a combattu la dictature qui était aussi un mal. Malheureusement, après eux, ceux qui viennent après ne savent pas les suivre. Pourquoi? Le grand problème du Congo, c'est que nous sommes trop avares, trop cupides. Nous aimons trop l'argent. Et quand nous prenons le pouvoir, on prend le pouvoir pour le pouvoir. Ils sont rares, les Congolais, qui peuvent prendre le pouvoir pour le peuple. La plupart de nos politiciens, jusqu'à aujourd'hui, sont des femmes libres. Là où il y a l'argent, ils sont prêts à aller et à tout faire. C'est ça le mal. Et nous, historiens, nous dénonçons ça toujours dans tout ce que nous avons écrit. Je suis en train d'écrire un article que je vais publier peut-être comme un livre, que j'ai intitulé « Les 25 virus de la chute du pouvoir de Mobutu ». Hein, j'appelle ça les virus. Et quand ce document va sortir, je pense que beaucoup auront le temps de lire et de réfléchir. Donc, vous connaissez, aujourd'hui, les virus n'est plus à démontrer. Les virus contre le VIH, SIDA, hein, nous avons des virus Ebola, virus Corona. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà une idée de ce qu'on appelle les virus. Ce qui vous ronge de l'intérieur et finit par provoquer la catastrophe. Donc, nous avons dans les personnes politiques congolaises, nous avons des virus. Et ces virus rongent tellement les politiques congolais de telle sorte que pour redresser le Congo, il faut trouver des médicaments pour combattre, pour tuer ces virus-là. Et parmi ces virus, il y a l'amour exagéré de l'argent, la cupidité des politiciens congolais. On fait la politique pour la politique et non la politique pour le peuple. Alors le peuple peut souffrir n'importe comment pourvu que ceux qui sont au pouvoir aient l'argent. Est-ce que vous pensez que si tous les Congolais prennent l'exemple du monde pour l'exemple, par exemple, de tous les politiciens, vous espérez que, en tant que politicien, vous envisagez que le Congo peut être encore meilleur en tant qu'historien, historien politique, parce que j'ai fait plus l'histoire politique. Oh, c'est ça mon domaine de recherche. Oui. Est-ce que vous espérez que le Congo serait mieux? Oui. D'abord, la politique de l'Union, basée sur l'unitarisme. Un seul Congo, un seul peuple. L'unité du Congo. Donc, si les politiciens congolais suivent l'exemple ou la politique de Lumumba, le Congo ne sera pas divisé. Aujourd'hui, le Congo est divisé à cause des politiciens. Les gens peuvent bon dire non, il y a la rébellion, mais qui monte ces rébellions? Ce sont des Congolais qui sont en connivence avec des étrangers. Donc, en suivant d'abord la politique de Lumumba, l'unitarisme, le Congo sera uni. Et le Congo, si le Congo est uni, le Congo est comme les États-Unis. J'ai toujours dit ça à mes étudiants. Je ne sais pas si vous représentez ça. Les États-Unis, aujourd'hui, 52 États qui sont unis. Et ils constituent une force. Mais si vous regardez les peuples qui forment les États-Unis, ce sont des peuples différents, mais qui ont accepté de s'unir. Les premiers habitants des États-Unis, ce sont les peaux-rouges. Ils sont des Indiens, ils sont venus de l'Asie. Les deuxièmes habitants des États-Unis, ce sont des Européens qui sont venus de l'Europe. D'abord les Espagnols, les Anglais, ainsi de suite, qui ont rejoint les peaux-rouges. Le troisième habitant, ce sont les Noirs qui sont venus de l'Afrique. C'est toute une histoire, une longue histoire que je ne peux pas détailler ici. Mais chaque groupe est venu en son temps. Mais aujourd'hui, tous forment un seul peuple. Et ils sont unis. Et ils sont forts. Le Congo, c'est la même chose. Je vais vous dire que le Congo, c'est le seul pays en Afrique qui a été créé par addition des peuples. Alors que les autres pays ont été créés par soustraction, par division. Il y a des royaumes qui sont devenus des pays. Mais le Congo,
plusieurs royaumes ont été fusionnés par Léopold II pour former un seul pays. Donc c'est un pays fort. Plusieurs cerveaux, plusieurs cultures, plusieurs mentalités. Si on pouvait faire l'unité, mais nous aurons une richesse culturelle, une richesse en hommes que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, nous les Banandes, par exemple, ici à l'est du Congo, est-ce que nous sommes des grands pêcheurs? Non. Mais nous avons des peuples pêcheurs. Vous allez à Tsangani, vous trouvez comment les Baguenyas font la pêche dans le fleuve, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, toutes ces capacités-là, si on les mettait ensemble, comme le Lumumba l'a voulu, un peuple uni, un Congo uni, le Congo un État unitaire, et non pas un État fédéral où les gens commenceront à réfléchir, nous sommes Katangais, nous sommes Kivusiens, nous sommes Itouriens, nous sommes Tchopolais ou de quoi. Là où les gens vont cesser de réfléchir sur l'appartenance locale, mais vont réfléchir unité. Les Américains réfléchissent unité, qu'ils soient de Washington, de Texas, de je ne sais où, ils réfléchissent l'unité des Américains. Ils sont Américains, point trait. Et si nous les Congolais, vous pouvez réfléchir comme ça, à travers nos politiciens d'abord. Parce que ici, vous allez voir bientôt les élections, vous allez voir comment les gens vont faire de la campagne et comment ils vont parler. On va parler division. Ah, vous voyez, nous sommes des Kassaïens, cette fois-ci le pouvoir est entre nos mains, nous ne devons pas lâcher le pouvoir. Mais le pouvoir est entre vos mains et vous les Kassaïens, ça signifie quoi? Ah voilà, nous sommes les lingalophones, nous sommes les swahiliphones, Swahili, Bangala. Nous devons tout faire pour reconquérir le pouvoir. Mais ça, c'est... Donc, à force de parler comme ça, nous créons la division. Il y a d'abord la division déjà dans la tête des politiciens. Et ils inculquent ça dans la tête de la population. Ça, c'est un. Donc, en suivant l'exemple de Lumumba, l'unitarisme, nous pouvons faire du Congo un Congo fort parce que nous avons plusieurs cerveaux, plusieurs cultures qu'on peut mettre ensemble. Deuxièmement, en suivant l'exemple de Laurent Désiré Kabila, la prise en charge. Les riz qu'ils ont produits une année, ça pourrit dans les dépôts parce qu'ils ne les ont pas écoulés et l'année suivante, ils doivent encore faire cultiver les riz. C'est ridicule. Nous avons des bananes ici au Congo. Si vous avez déjà été à Louvira, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Regardez le nombre de camions Fuso qui passent avec des régimes de bananes achetés au Congo qu'on amène en Ouganda pour aller fabriquer quoi? Des biscuits. Que ces biscuits qu'on nous amène ici. Mais est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer des biscuits ici avec nos bananes? Donc nous devons cesser de dépendre des étrangers. C'est ça la politique de Laurent Désiré Kabila. La prise en charge. Cesser d'être des mendiants, des quémandeurs éternels. Non, les deux héros nous ont donné de grandes leçons. L'unitarisme et l'autoprise en charge. C'est tout. Et le Congo ira mieux. Et pour que tout cela arrive, nous devons changer de mentalité. Cessons d'être des cupides. Comment des gens peuvent se taper des salaires comme ce que nous apprenons ici. Un licencié qui est député, bon, il a 21 000 $ par mois. Et moi, licencié, parce que je suis enseignant, j'ai 200 $ le mois. Bon, avec ça, je vais cesser d'être enseignant alors que Dieu m'a donné cette capacité de former les jeunes en tant qu'enseignant. Je vais aussi envier être un jour député parce que là, il y a l'argent. Voilà comment nous tuons le Congo. Ceux qui devaient travailler comme enseignants quittent les auditoires, abandonnent les auditoires, ils veulent être des députés. Même s'ils somnolent dans les sièges au Parlement, mais à la fin du mois, il a un gros montant. Voilà comment nous tuons le Congo. Et si nous devions nous prendre en charge, l'homme, chaque homme à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous ferions de ce Congo un paradis, je vous assure. Nous les historiens, quand nous lisons l'histoire du Congo, et quand nous disons que le Congo serait mieux que ce qu'il est aujourd'hui, les gens pensent que nous rêvons. Mais nous ne rêvons pas. Nous voyons ce qu'a été le Congo, ce qu'est même le Congo. Même avec ce que nous vivons aujourd'hui, vous savez que nous sommes capables de mettre fin à la guerre qu'il y a à l'est du Congo. Il suffit que nos dirigeants décident de payer convenablement les militaires
d'augmenter les primes. Par exemple, si on disait aujourd'hui qu'un militaire congolais touche désormais 1000 $ par mois, mais tous ces militaires qui sont en train d'abandonner les armes au front et de fuir, mais il faut se battre terriblement. Et même ceux qui viennent nous envahir vont s'étonner. Un militaire congolais, 1000 $ par mois. Et on leur achète des armes. Défendez le Congo jusqu'à la moelle épinière. Défendez le Congo jusqu'à ce que l'ennemi qui veut entrer au Congo puisse partir et sécuriser les frontières du pays. Mais nous serons un pays de paradis. Parce que si l'Est ici est stable, tout ce que l'Est va produire va nourrir l'Ouest. Mais ce sera un paradis. Donc, nos 2 héros que nous célébrons, dont nous célébrons l'anniversaire de la mort aujourd'hui et demain mardi, donc les 16 et les 17, je vous assure qu'ils sont vraiment des modèles pour les Congolais. Si nous voulons les imiter, nous allons changer les Congolais. Mais aussi longtemps que nos politiciens resteront des cupides, quels que soient les pouvoirs qu'ils vont prendre, même si on organise les élections, ils vont prendre le pouvoir, ils vont continuer avec leur cupidité. Je vous assure, le Congo va continuer à souffrir et à sombrer. Je ne suis pas prophète du malheur, mais c'est ça l'image du Congo si on ne change pas de mentalité, si on ne change pas la manière de faire. Merci. Monsieur Kambale Kikonde Faustin, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Et vous pouvez encore rappeler si vous êtes qui, par exemple, ici à l'ISP. Oui, avant de rappeler, je voulais peut-être souhaiter une bonne année 2023 à toute l'équipe technique de Moto TV qui nous a toujours fait plaisir de venir nous visiter ici à l'ISP Mwangi quand l'occasion se présente. Je salue les techniciens, les caméramans et toute l'équipe des journalistes de Moto TV que je suis régulièrement même à la maison, je suis souvent à Moto TV. Bonne année aussi aux autorités de Moto TV pour avoir monté cette chaîne de télévision locale qui nous aide à nous exprimer. Bonne année aussi à toute la communauté de l'ISP Mwangi, le directeur général, le secrétaire général académique, administratif et l'administrateur du budget, donc le comité de gestion, tous les collègues enseignants de l'ISP Mwangi et tous les étudiants et étudiantes de l'ISP Mwangi. Moi, c'est Kambale Kikonde Faustin, chef de travaux à l'ISP Mwangi, département d'histoire, historien de formation et enseignant de l'histoire du Congo, au premier tout comme au deuxième cycle. Donc, toutes les fois que vous aurez besoin de certaines analyses sur le Congo, l'histoire du Congo, vous serez la bienvenue ici à l'ISP Mwangi. Voilà. D'accord, merci. Et bon travail à Moto TV. Merci beaucoup. Oui. Oh.